Le 26 octobre dernier, le directeur de l'hôpital régional de l'hôpital de Bafoussam, c'est à l'ouest du Cameroun, a fait deux sorties. Dans la première, le professeur Georges Hainaut a annoncé que tout patient devrait déposer une caution à l'hôpital pour être soigné et aussitôt décidé, aussitôt annulé, puisqu'au cours de la journée, il a fait une deuxième sortie dans laquelle, cette fois-là, il annulait la mesure qu'il a lui-même prise, une situation qui a donc provoqué une réaction de la part de Manaouda Malachi, c'est le ministre camerounais de la Santé. Le membre du gouvernement a ordonné à son homologue de Bafoussam d'annuler cette mesure en insistant sur la politique d'humanisation des soins mis en place par le chef de l'État, de quoi nous permettre de nous intéresser dans ce numéro de l'interview à la situation des malades au Cameroun, mais surtout à ce droit qui est fondamental, celui de la santé. Justement, au Cameroun, est-ce le malade qui se moque de l'hôpital ou les hôpitaux qui se moquent des malades? Quels sont les véritables droits des patients et donc des malades dans les hôpitaux? Nous en parlerons dans un instant avec notre invité du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus dans ce nouveau numéro de l'interview. Merci de nous regarder à l'instant. Nous recevons donc notre invité du jour, c'est le docteur Jacques Bohono. C'est donc son nom, il est inspecteur général des affaires sanitaires pour l'Organisation des droits de l'homme international, mais il est surtout plus connu sous sa casquette de secrétaire technique du REPROSAN, entendu réseau des parlementaires pour la promotion de la santé et la valorisation de la médecine traditionnelle pour le littoral. Le CV est long, mesdames et messieurs, on ne peut pas le dérouler en entièreté, mais voilà les casquettes sous lesquelles il répondra à nos questions dans le cadre de cette interview d'aujourd'hui. Docteur, bienvenue sur le plateau de l'interview, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est un plaisir partagé d'être sur le plateau de DBS TV. Et nous savons qu'il y a un thème qui ne cesse de couler d'encre et salive dans notre pays. C'est un thème sur l'harmonisation, l'humanisation des soins de santé. Et nous devons savoir que tout être humain a droit à la santé. Tout être humain a droit à être en forme. Tout être humain a droit aussi à la vie. Et je pense que tout au long de cette interview, nous allons donc déployer, nous allons donc informer, nous allons aussi sensibiliser les populations afin de comprendre que le malade a aussi des droits et le malade a aussi des devoirs. Merci. C'est important. On parle de santé, bon, c'est un sujet qui est capital. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir si vous êtes en forme. Est-ce qu'on demande à un docteur s'il est en forme? Bien sûr, puisque nous sommes tous des êtres humains. Donc il faudrait que cette forme physique, cette forme émotionnelle aussi, cette forme spirituelle doit toujours nous accompagner. D'accord. On a 26 minutes avec vous pour échanger autour de cette actualité. Mais avant, j'aimerais qu'on pose les fondamentaux en expliquant aux téléspectateurs ce que c'est qu'un inspecteur chargé des affaires sanitaires, pour qu'on comprenne bien. Voilà, un inspecteur chargé des affaires sanitaires, c'est quelqu'un qui sensibilise, mobilise et informe, que ce soit les instances conventionnelles dans la médecine conventionnelle ou alors la médecine africaine. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que la médecine est vaste. Donc il n'y a pas seulement un seul pan de la médecine, il y a la médecine conventionnelle et la médecine africaine. Et ma charge donc d'inspecteur chargé des affaires sanitaires sera en quelque sorte de sensibiliser ces acteurs de la médecine conventionnelle et aussi de la médecine africaine notamment. Dans les cliniques, on va voir aussi est-ce que le plateau technique est bien mis sur pied, est-ce que l'hygiène et la salubrité, nous voyons que dans nos différentes structures sanitaires, il y a certaines informations ou alors il y a certains éléments qui ne sont pas pris en compte. Est-ce que l'environnement de l'hôpital est sain? Est-ce que l'environnement de l'hôpital est sain? Est-ce que l'hygiène et la salubrité est prise en compte? Il y a certains éléments que nous allons donc descendre sur le terrain et sensibiliser. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas pour frapper, parce qu'on ne peut pas frapper quelqu'un tant qu'il n'a pas encore reçu l'information. Donc notre mission est plus dans la sensibilisation, notre mission est plus dans la valorisation et notre mission aussi dans l'accompagnement et dans l'information. Et votre mission aujourd'hui, ce sera de nous rappeler les droits
des malades et tous les droits qui sont donc relatifs à ce droit fondamental qu'est la santé. On entre dans le vif du sujet. On s'intéresse donc à la sortie du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam qui interdisait l'accès aux soins à tout patient qui n'aura pas payé au préalable sa caution. Une situation qui est donc, ou du moins une sortie qui vient poser sur la table la question des droits humains. Docteur Bono, est-ce que exiger une caution à une malade dont le besoin est juste d'être secouru ne serait pas renier ainsi le serment d'Hippocrate? Voilà, je vais d'abord dire, avant de commencer, le Cameroun est un pays de droit. Et par ricochet, il se doit de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Nous savons que personne, aucun individu ne veut être séquestré. Et personne n'a le droit de séquestrer un autre individu ou alors de lui priver de sa liberté. Maintenant, c'est vrai que nous n'y sommes pas encore. On n'a pas encore parlé de séquestration. J'aimerais vraiment qu'on reste sur la première dimension de cette situation qui est l'exigence de verser une caution. C'est vrai que la mesure a été annulée, mais j'aimerais quand même qu'on s'intéresse à ça. Il n'est pas exclu qu'on puisse vivre une situation similaire dans les prochains jours. Le cas d'école est bien sûr celui de Bafoussam, mais il se pourrait que dans les prochains jours, un autre directeur d'hôpital se lève pour dire « Écoutez, dans mon hôpital, eh bien, il faut verser, ça ce n'est qu'un exemple, 25 000 francs par exemple pour être soigné ». Est-ce que le fait d'exiger une certaine somme, un argent, une caution à un patient dont la seule urgence est de se faire soigner ne serait pas renier le serment d'Hippocrate? On sait que l'hôpital est là pour soigner d'abord les malades. Oui, je pourrais dire que le fait d'exiger une caution à un patient qui souffre, qui a besoin des soins de santé, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être soigné, n'est pas conseillé, n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est de soigner d'abord le malade. C'est de lui donner d'abord des soins, c'est de lui donner d'abord des éléments palliatifs par rapport au mal qu'il souffre. Donc exiger une caution, pour moi, à mon humble avis, n'est pas recommandé. D'accord. Le docteur Manaouda Malachi, le ministre camerounais de la Santé, a demandé au professeur Eno Georges de revenir à la raison et donc d'annuler cette mesure-là. Il a d'ailleurs rappelé que le chef de l'État, Paul Biya, a mis en place une politique d'humanisation des soins au Cameroun. Est-ce qu'on peut clairement énumérer des droits des malades? Le droit à la santé, c'est un droit fondamental qui est un petit peu global, mais est-ce qu'on peut énumérer, est-ce qu'on peut rentrer dans les droits distinctifs des malades? Voilà, l'État du Cameroun, selon la déontologie du médecin, du 12 avril 1983, il y a eu un certain nombre d'alinéas et de droits relatifs aux malades, notamment. Comme premier droit, nous avons le droit au libre choix du médecin par le malade. Donc le malade a le libre choix de choisir son médecin. On ne doit pas imposer à un malade un médecin. Et donc il doit être libre que, bon, je choisis peut-être d'aller me faire consulter dans telle clinique, peut-être dans tel quartier, ou alors voir tel médecin particulier. Donc il y a déjà ce choix libre là pour le malade. Donc ça veut dire que lorsqu'il passe l'étape du choix de l'hôpital et qu'il arrive dans un hôpital, il a le droit de dire je veux être soigné par le docteur Bono. Il a le droit de dire qu'il va se faire soigner par un X ou un Y. Donc il a ce choix. C'est ce que les malades doivent savoir, que les malades doivent savoir qu'ils ont des droits. Donc lorsqu'il va dans une institution sanitaire, il a des droits qu'il doit revendiquer. Bon, pas revendiquer avec des pancartes. Donc il doit s'approcher que ce soit du directeur, que ce soit des institutions ou alors des instances qui régulent dans cet hôpital afin de dire bon voilà, voici ce qui m'est dû, voici ce qui m'est de droit que je dois réclamer. D'accord. Second droit. Comme deuxième droit, le droit du patient au respect de sa vie privée. Donc cela veut dire que le secret professionnel. Lorsque tu es un malade, tu as droit à ce qu'on respecte, que le médecin respecte ta vie privée. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que en tant que malade, si tu vas peut-être dans un hôpital X ou un hôpital Y, le médecin ne doit pas divulguer certaines informations. Les informations relatives à ta santé, à ton état de santé. Peut-être tu souffres d'une maladie
chronique, tu souffres. Le médecin n'a pas ce droit de divulguer ces informations-là. Donc, on doit respecter ce droit-là qui est le droit du secret professionnel. Et maintenant, dans l'article 4 du même code de déontologie du médecin, le secret professionnel s'impose au médecin tant qu'en conscience, il ne porte pas atteinte à l'intérêt du malade. Et en d'autres termes, pour qu'on comprenne bien. En d'autres termes, cela veut dire que le secret professionnel que doit garder le médecin est quelque chose d'important. C'est quelque chose de précieux. Donc le médecin doit savoir garder cela pour ne pas mettre en difficulté ou alors pour ne pas mettre le malade dans des situations un peu considérées comme fâcheuses ou alors tristes. D'accord. Et comme troisième droit, les malades ont droit à l'information. Donc c'est un droit fondamental du malade qui doit être simplement et compréhensible. Cela veut dire quoi? Lorsque le malade va dans un hôpital ou dans une clinique ou dans un centre de santé, il a ce droit à ce qu'on lui donne les informations par rapport au traitement qu'il doit recevoir, par rapport à la maladie qu'il souffre ou alors par rapport aux conditions peut-être de paiement ou alors le mode de paiement. Parce que ce n'est pas par exemple à la fin que tu arrives dans un autre hôpital, on ne te dit rien, c'est à la fin qu'on te dit voilà, ici nous on fonctionne comme ça. Ici nous voici les règles de cet institut. Si vous ne voulez pas vous conformer, voilà que vous êtes mis de côté. Donc le patient a droit à être informé. Et ça c'est dès le premier contact avec le malade qu'il ait l'argent pour payer ses frais ou pas? Oui, il a droit à être informé. On doit lui dire que bon voilà comment ici ça fonctionne, ici ça fonctionne ainsi, afin que le malade aussi se prépare psychologiquement ou alors s'il n'est pas d'accord face à cette institution ou alors face à ce centre, à ses exigences, il peut aller ailleurs. Mais lorsqu'il est déjà informé et qu'il accepte donc de se conformer à cela, il est contraint de respecter la règle et la déontologie de l'institut qui vous accueille. D'accord. Et maintenant, comme quatrième élément, ou alors comme quatrième point, le droit des patients à un traitement égal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les malades ont droit à être traités équitablement. Cela veut dire aussi que le médecin, dans l'article 2 toujours du code de déontologie du médecin, le médecin doit soigner avec la même conscience tout malade, quelle que soit sa condition, sa nationalité, sa religion, sa réputation et les sentiments qu'il lui inspire. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que il ne doit avoir aucune condition, aucun frein que le médecin puisse mettre, que le personnel de la santé puisse mettre par rapport à l'admission du traitement au malade. Et ça revient à ce qui est d'actualité, c'est-à-dire cette exigence qu'avait d'abord mise en place le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, disant qu'il faut verser une caution. Et donc, ça rejoint ce qu'on disait au départ, ce n'est pas compréhensible qu'on verse une caution pour recevoir des frais. Justement, cela revient. Pourquoi? Parce que dans le code de déontologie du médecin, dans ce point-là, ce n'est pas conseillé. C'est pour ça qu'on dit il faudrait que les malades, les patients puissent connaître leurs droits. Exactement. Les patients puissent connaître ce qui leur est dû afin de pouvoir, comme je dis, ce n'est pas à titre revendicatif, mais c'est à titre de formation, c'est à titre de connaissance personnelle afin de pouvoir répondre pour éviter ce genre de situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Et maintenant, dans l'article 23 de ce même code, il stipule que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, sans compter le temps que lui coûte ce travail. Donc, le médecin doit aussi prendre en compte tous les aléas, tout ce qui se présente à lui avant de pouvoir donner un diagnostic au malade. Donc, comme j'ai dit, il y a le libre choix, le secret professionnel, l'information, la qualité des soins et le consentement, qui sont donc des éléments qui permettent en quelque sorte, comme les droits des malades, que le malade doit savoir face à ce qui se présente à une institution ou alors une instance sanitaire. Si le malade ne devrait pas être conditionné
par le dépôt d'une caution pour avoir accès aux soins à l'hôpital et donc bénéficier des soins. N'est-ce pas blanc bonnet et bonnet blanc s'il doit s'acquitter d'abord de sa facture, s'il doit payer ses frais avant d'en sortir? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la même chose? Surtout quand on parle d'humanisation des soins. Ça veut dire, pour être un peu plus explicite, le malade ne doit déposer aucune caution pour entrer à l'hôpital. Ça, c'est ce que la réglementation en vigueur nous dit. Seulement, il y a des situations où les malades sont donc contraints de rester à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer leurs soins. Est-ce qu'on est toujours dans l'humanisation des soins? Ce n'est pas la même chose que... quelle est la différence entre les bloquer à l'entrée, ou du moins entre ne pas les bloquer à l'entrée et les bloquer à la sortie? Voilà, je dis toujours, toute institution a des règlements. Et comme on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand, par exemple, je décide d'aller me faire soigner dans un institut X ou d'un institut Y, et qu'on me donne le code, les règles, le mode de fonctionnement de cette institution, on m'a dit par exemple que bon, ici, nous on marche comme ça. Quand tu as déjà accepté, tu t'es déjà conformé donc à cette réglementation. Et maintenant, s'il y a donc des mesures qui suivent, automatiquement tu dois les respecter. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Donc cela veut dire que dans la même lancée, comme a présenté le patron de la santé, le docteur Manaouda Malachi, qui a dit on ne demande pas de caution. Il faut d'abord mettre l'individu au premier plan. Donc d'abord soigner. Et moi je pense que ces médecins, ces autorités qui ont été à la tête de ces instituts sont revenus au bon sens. Ils ont donc compris que oui, bon, certes, on avait pensé ainsi, mais il faudrait qu'on revienne au bon sentiment, qui est de donner d'abord les soins aux malades, qui est de sauver d'abord la vie, qui est d'accompagner et de donner des bonnes conditions à la santé de l'homme. Ça reste votre avis. C'est vrai que on peut comprendre cette situation, ce retournement des situations rapides autrement aussi, hein. Mais là n'est pas la question. On n'est pas en train de débattre là-dessus. Maintenant, restons dans la logique d'humanisation des soins, justement. Est-il légal de retenir un patient qui a bénéficié des soins sans payer, mais qui ne peut toujours pas le faire à la fin de son traitement, ou du moins de sa prise en charge, sachant qu'il est prévu, selon l'État, qu'on libère les malades 3 jours après qu'ils aient retrouvé leur santé? Est-ce que c'est normal de retenir les patients? Comme on parle d'humanisation des soins, donc, en tant qu'être humain, il n'est pas normal, il n'est pas conseillé, il n'est pas suggéré de retenir un individu malade dans un espace fermé pour un motif autre que peut-être il n'a pas payé ses frais. Ça c'est sur le plan humain, mais que prévoit la réglementation justement? Est-ce qu'on doit le retenir? Est-ce qu'on peut comprendre que des malades soient retenus parce qu'ils n'ont pas payé leurs frais? Non, la réglementation ne permet pas cela. La réglementation n'autorise pas qu'on puisse retenir un individu dans une institution. Pourtant, beaucoup de malades en ce moment se retrouvent, en tout cas se disent être séquestrés dans les hôpitaux pour n'avoir pas payé ce qu'ils doivent à l'hôpital. De l'autre côté, les hôpitaux qui estiment qu'ils doivent d'abord payer avant de sortir. Docteur Bruno, comment est-ce qu'on peut trancher cette situation-là? Bon, pour trancher cette situation, on ne peut que mener une enquête. On peut mener une enquête. Qui mène l'enquête? Les agents, ou alors les défenseurs des droits de l'homme, la société civile, tous ceux qui sont là, des partisans pour la bonne marche de l'État, pour la bonne marche du pays, sont là, sont des instituts qui peuvent donc mener des enquêtes et saisir donc les autorités compétentes, ou alors l'autorité de tutelle, afin de leur informer que voici ce qui s'est passé sur le terrain, voici ce qui ne va pas. Maintenant, voilà, on vous donne donc cette information afin que vous preniez acte de cela et afin que tous ensemble nous puissions prendre des mesures pour répondre positivement
à cet acte-là, ou alors de répondre favorablement à cette situation qui est en train de nuire la société. Et donc, pour le cas d'école, pour la situation actuelle, il faudrait donc que des enquêtes soient menées. Il faudrait que des enquêtes soient menées. Constater si réellement ces malades-là sont séquestrés. Sont réellement séquestrés, ou alors que ces malades-là, parce que parfois, il y a aussi une manipulation de l'opinion, parce qu'il y a souvent une exagération de certains faits. Donc, c'est pour ça que nous, on demande plus de clarté. Donc, on pourra se rapprocher, ceux en charge de cela pourront se rapprocher donc, de ces autorités-là, ou alors de cette direction, afin d'avoir la véritable information. Parce qu'on dit souvent, il y a ce qu'on dit dehors, mais à l'intérieur, il y a une information qui est avérée. Mais vous, en tant qu'inspecteur, quel est votre rôle dans ce genre de cas? Comment est-ce que vous pouvez participer à ce que la situation soit gérée? Voilà, en tant qu'inspecteur, nous allons, comme je disais tout à l'heure, nous allons nous rapprocher de ces autorités afin d'avoir la véritable information, afin de mener des enquêtes. Et c'est donc à base de ces enquêtes-là, à base de ces informations avérées, que nous pourrons maintenant saisir les autorités. Mais est-ce que les démarches sont en cours? Les démarches sont en cours. Les démarches sont en cours. D'accord, donc très bientôt on aura, pourquoi pas, le résultat de ces enquêtes-là. On va peut-être sortir avec cette dernière question. L'hôpital est quand même une structure sanitaire, même si il faut relever que c'est une entreprise à part entière. L'humanisation des soins viendrait-elle mettre en mal l'économie peut-être de l'hôpital? Ça, c'est un avis personnel que je demande, parce que vous êtes quand même acteur du secteur de la santé, et c'est peut-être un élément qui pourrait nous permettre de comprendre, non pas de justifier, la sortie du directeur de l'hôpital régional, parce qu'on se rend quand même compte que même s'il y a une caisse sociale à l'hôpital, eh bien l'hôpital vit quand même de l'argent des patients, on va le dire comme ça, de façon triviale. L'hôpital vit de l'argent des patients. Est-ce que humaniser les soins est une bonne idée pour la survie de l'hôpital sur le plan économique? Bon, dans un domaine économique, je pourrais dire que on doit d'abord mettre l'homme, on doit d'abord mettre l'individu devant. Parce que si l'homme, on ne prend pas en compte l'être humain, l'économie ne pourra même pas marcher. Donc pour moi, je pense que c'est d'abord l'être humain qu'on doit prendre et penser le côté financier, penser le côté économique bien après. Parce que s'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas d'argent. Mais l'hôpital vit de quoi? Bon, je peux pas dire concrètement en quoi l'hôpital vit, je peux pas dire concrètement en quoi vit, mais l'hôpital a ses méthodes internes de fonctionnement. Il y a des structures internes de fonctionnement, que ce soit un centre de santé, que ce soit une clinique, que ce soit même une clinique de naturopathie, que ce soit une clinique africaine. Chaque institution a son mode de fonctionnement interne que, bon, ici je ne pourrais pas m'autoriser de dire que voilà, tel hôpital fonctionne comme ça, non, j'ai pas cette autorisation-là de donner ces informations. C'est votre droit aussi de les retenir tant que vous le voulez. On va sortir de cette interview avec une toute dernière question. Cette fois-là, est-ce que tout ce qu'on a dit n'est valable que pour les hôpitaux publics? Est-ce que ça s'applique également dans le cas des hôpitaux privés? Oui, justement, c'est le domaine de la santé. Et la santé est vaste, que ce soit une clinique, que ce soit un centre de santé, que ce soit un hôpital public, ou alors que ce soit même une clinique africaine, parce que on voit souvent que la médecine africaine a aussi relayé. On voit aussi un peu que la médecine, la pharmacopée africaine est mieux au second plan. Non, parce que nous on dit toujours c'est la médecine générale. Donc, quand on parle déjà de la santé, on parle de la santé conventionnelle, on parle aussi de la santé africaine. Et par là, je vais donc saluer le patron de la médecine au Cameroun, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui ne cesse de mener des efforts pour le bon fonctionnement ou alors pour apporter aux populations camerounaises une bonne santé. Et je félicite vraiment tout le travail qu'il a là-bas, et notamment aussi, d'autre part, je salue aussi le délégué régional de la santé publique, le docteur
Albert Mambo-Maka, qui est aussi dans cette région du littoral où il agit, où il travaille en étroite collaboration aussi avec le personnel ou alors les acteurs de la médecine africaine, afin que cette médecine qui a pour but de donner la santé, qui a pour but d'accompagner les populations, qui a pour but de rééquilibrer la santé physique, la santé émotionnelle et aussi la santé spirituelle. Et en saluant tous ces héros du secteur sanitaire au Cameroun, nous pensons également que nous pouvons tous contribuer à l'amélioration des choses et même de la situation. Merci Dr Jacques Bohono d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu aux questions de l'interview aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes inspecteur en charge des affaires sanitaires pour l'Organisation des droits de l'homme internationale. Et à vous qui nous regardez, merci d'être fidèles à ce programme L'Interview. On vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. D'ici à là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé.